Et c'était une séquence qui est une parfaite introduction pour notre prochain panel, cette prochaine table ronde qui va nous permettre d'aborder les normes de durabilité à travers les accords commerciaux de l'Union européenne. J'invite à me rejoindre sur scène tout de suite Maud Lelièvre, Eliana Axiotiades et Mathieu Brun, ainsi que Arnold Puech-Dalissac. Ils me rejoignent, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, la petite manipulation Covid qui va bien. Hop là, tenez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Beaucoup. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous laisse vous installer confortablement. Le temps pour moi de rappeler aux personnes qui nous suivent en ligne que vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos intervenants via le cadre ici, en français ou en anglais, c'est vous qui voyez. En salle, vous pouvez bien évidemment prévoir également vos questions pour nos intervenants tout à l'heure. Et puis toujours le hashtag Forum for Ag pour réagir sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre Julien Denormandie a déjà mentionné dans sa vidéo qu'on a vue ensemble ce matin les clauses miroirs comme étant une des priorités de la présidence française à partir du 1er janvier 2022. Dispositif qui permet l'importation des seuls produits agricoles respectant les mêmes conditions restrictives de production que celles auxquelles sont soumises les productions européennes analogues. En d'autres termes, il s'agit d'appliquer des mesures de protection non tarifaires aux importations en étendant pour celles-ci le respect des cahiers des charges des normes des productions européennes. Alors ceci dit, au sein de la Commission européenne, la DG Trade soutient plus le choix du projet de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le MACF, pour le faire admettre par les instances multilatérales de l'OMC. La politique commerciale européenne est confrontée, si on peut simplifier en tout cas la question ainsi, entre la priorisation de l'atténuation du changement climatique par rapport au sujet de la protection de la biodiversité. L'UE propose un plan d'action à travers son pacte vert européen et ses stratégies, telles de la ferme à la fourchette, on l'a bien sûr évoqué ensemble ce matin, et la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Alors la question étant, est-ce une approche crédible et réalisable? On va en parler justement avec nos intervenants de cette fin de matinée. Je vais commencer avec vous, Maud Lelièvre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente du comité français de l'UICN, membre du conseil international de l'UICN également. Vous êtes déléguée générale des Écomers. Vous avez créé les Assises nationales de la biodiversité, dont la deuxième édition s'est tenue en octobre 2020. Récemment 11e. également. Pardon. 11e édition. 11e édition, autant pour moi, j'avais pas le bon chiffre. C'est encore mieux, effectivement, que 10. Récemment, à Marseille, s'est tenu le congrès de la biodiversité avec des représentants du monde entier qui étaient conviés. Maud Lelièvre, votre opinion sur ce sujet, quel est-il? Merci. Alors, merci aussi d'avoir organisé ce forum. Je pense qu'il est vraiment essentiel pour avancer, notamment dans le cadre de l'Union européenne, d'avoir des débats qui avancent, des sujets qui avancent. Et on a, c'est un sujet, le sujet de l'agriculture en général, mais des normes internationales et du lien entre ce que nous produisons ici, ce que nous consommons ici et ce que nous produisons dans le Sud fait partie des sujets importants pour l'UICN. Et je veux dire, je suis sans doute plus sensible que d'autres pour être fille et petite fille d'agriculteurs. Donc, j'ai quand même deux visions du monde. Mais il me semble essentiel aujourd'hui, effectivement, qu'on arrive à avancer sur ces règles. Les règles du droit international et du commerce mondial, elles sont aujourd'hui dominées par le libre-échange. Elles laissent assez peu de place à la question environnementale, en tout cas à la gestion de la crise environnementale. Et on est sur un modèle économique qui reste aujourd'hui encore non durable en matière agricole, et l'objectif n'est pas sans doute une limitation sur la question, en tout cas de la crise de la biodiversité, mais plutôt d'un changement de paradigme. Nous, on a un certain nombre d'exemples à l'esprit. Alors, un non alimentaire, celui du coton, où aujourd'hui, on produit massivement du coton, parfois avec des entreprises françaises qui causent déforestation, empiètent sur l'agriculture vivrière des populations, utilisent massivement des pesticides et évidemment des conditions de travail peu respectueuses en droit humain. Et là, je rejoins Dominique Chargé sur la juste rémunération au nord, mais aussi au sud, pour faire en sorte que les modèles soient équilibrés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réelle prise en compte de ces enjeux environnementaux. On a des grandes puissances agricoles exportatrices qui ont des modes de production qui sont intensibles, qui sont plus faibles que ceux de l'Union européenne dans les pays du Sud. Donc la simplification des cultures avec des monocultures, parfois avec des bonnes intentions pour résoudre la crise climatique, notamment par la compensation carbone, l'utilisation d'OGM ou de produits de synthèse, l'utilisation de produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne, l'utilisation d'antibiotiques, de stimulateurs
stimulateur de croissance, dont on connaît parfois les effets sur les populations. On a aujourd'hui une évolution, notamment de la puberté, et chez une partie des populations africaines qui sont suivies, et notamment par l'Institut Pasteur, liées à ces utilisations massives de stimulateurs de croissance dans les élevages. Donc on ne peut pas en même temps plaider au niveau européen pour un changement de paradigme, vouloir être présent comme acteur important au plan mondial sur la crise environnementale, sur la crise de la biodiversité, et puis peut-être également avoir des ambitions comme celle du pacte vert sur les pesticides, sur les terres agricoles en agriculture biologique d'ici 2030, et avoir des accords commerciaux qui facilitent la dégradation de la biodiversité et la déforestation dans le Sud. Donc pour être assez synthétique et sur ce début de débat, nous évidemment nous suivons avec intérêt la mise en place des clauses miroirs, les engagements internationaux. C'est ce qu'a annoncé et ce qu'avait dit le président de la République lors du congrès mondial de l'UICN qui s'est tenu à Marseille à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il avait notamment rappelé que les mesures miroirs seraient une priorité française pour la présidence de l'Union européenne. Nous soutenons également le réexamen de la politique commerciale ouverte, durable et ferme, pour reprendre la communication de la Commission européenne du 18 février 2021, et puis reprendre l'inclusion, en fait, faire en sorte qu'il y ait une inclusion des chapitres, d'un chapitre sur les systèmes alimentaires durables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les accords futurs, qu'il y ait le respect des accords de Paris. On en a beaucoup parlé au moment de la COP de Glasgow, et puis on sera attentif sur un troisième point qui sont les conclusions du rapport qui a été initié par le commissaire européen à l'agriculture, un rapport sur la faisabilité d'appliquer des mesures miroirs sur des sujets sanitaires, et qui reprend en plus un élément qui est important aujourd'hui et qu'on voit montant, qui est la question du bien-être animal, y compris sur les produits importés. Donc je crois que le rapport doit être rendu en juin 2022. En tout cas, ça fait partie des sujets qu'on regardera. Et un dernier point, celui de la déforestation importée. C'est un sujet très important pour l'UICN. Le nouveau règlement a été présenté en novembre. C'est un sujet sur lequel, juste pour rappeler un chiffre, l'Union européenne aujourd'hui est le deuxième plus grand importateur de produits issus de la déforestation, 16% de déforestation associée au commerce international, juste derrière la Chine. On n'a souvent pas cette image à l'esprit, et donc c'est un sujet dont s'est emparée la France. Pour ce qui concerne la biodiversité, on est sur 420 millions d'hectares de forêt qui ont été perdus depuis 1990, donc hectares de forêt, et ensuite dans le cycle des crises sanitaires qui ont été évoquées et environnementales par le grand témoin, finalement, aggravation de la crise pour le climat, aggravation de la crise de la biodiversité, aggravation des crises sociales et destruction d'un système social dans le Sud. Donc ça fait partie des motions que nous, on a adoptées au niveau du Congrès mondial. On a adopté 137 motions politiques d'orientation qui demandent à ce que à la fois les organismes qui sont membres de l'UICN, les ONG, mais également les États qui sont parties prenantes puissent les adopter, les déployer. C'est ce qu'on espère dans le cadre de la présidence française, pour lequel on a un certain nombre de propositions. Voilà. Merci beaucoup, Maud Lelièvre. Effectivement, je vais passer la parole maintenant à Liana Axotiadias. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Rebonjour, madame. Vous êtes secrétaire générale de COCERAL, association qui représente les négociants en matières premières agricoles et en agrofourniture, d'Euromalt également, qui regroupe l'industrie européenne du maltage, et également d'Unistock, l'association européenne des entrepositaires portuaires de matières premières agricoles en vrac. Je vous laisse également partager vos réflexions sur le sujet des normes. Je vous remercie. Je pense que l'intention est une nécessité, c'est-à-dire qu'il faut enrayer le changement climatique, il faut améliorer la protection de l'environnement. Moi, ce qui m'alerte, c'est que j'ai l'impression qu'on va trop vite. Donc, quand j'entendais ce matin, quelqu'un a dit la priorité de la présidence française et les clauses miroirs, il me semble qu'il y a une priorité politique qui a été posée, et puis tout à coup, on sent qu'on doit avancer. Donc, il est certain, je comprends tout à fait, c'est que les agriculteurs ont raison de dire nous ne pouvons pas produire l'agriculture que nous ne pouvons pas importer. Donc je crois que c'est un peu le point de départ. Mais à côté de ça, nous avons besoin du commerce agricole. Le commerce agricole a un impact sur l'économie. C'est un impact important. Il a un impact sur la sécurité alimentaire, aussi bien française qu'européenne. Et souvent, les gens pensent on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais vu de l'extérieur, on se dit, mais on manquera jamais de nourriture en Europe. Je pense qu'à cause du changement climatique, justement, on pourrait avoir quelques mauvaises campagnes, et le risque est là. Donc, il faut changer
la manière dont on fait du commerce, il faut changer les normes, mais au niveau global, pas seulement européen. Et je pense que plutôt que d'avoir une approche où on impose, il faudrait plutôt avoir une approche où on entraîne. Et quelqu'un doit dire ce matin, plutôt que d'imposer, il faut accompagner. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut d'abord voir quel est l'impact que cette approche va avoir sur le commerce agricole, sur l'économie, sur l'industrie agroalimentaire, parce que finalement, nous importons afin de transformer et nous réexportons. Donc là, nous avons aussi un impact sur la balance commerciale qui est importante, particulièrement en France, d'ailleurs, quand nous parlons du secteur agricole, mais aussi sur l'Europe. Ça a aussi un impact sur la position géopolitique de l'Europe. D'une part, parce que si nous nous fâchons avec nos partenaires commerciaux sur l'agriculture, nous allons le regretter sur autre chose. On a vu Airbus dernièrement, ça n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire, dans d'autres secteurs industriels. D'autre part, parce que si l'Europe n'est plus présente de manière significative sur le marché global, nous allons perdre l'influence que nous avons sur les prix. Nous avons vu ce que Poutine a fait dernièrement avec le gaz. Eh bien, il pourrait faire demain la même chose. L'Ukraine pourrait aussi... Enfin voilà, je veux dire, il y a tout ce télescope. Je pense que ce sont des sujets hyper complexes et nous avançons de manière un peu simpliste, si je peux me permettre. Et il faudrait prendre un peu de recul et voir, OK, commerce agricole, qu'est-ce que ça nous rapporte? Pourquoi on en avons besoin? L'industrie agroalimentaire, c'est beaucoup d'emplois. La balance commerciale, comme je dis, voir au niveau aussi des agriculteurs européens, ils ont besoin qu'on leur donne des outils, parce qu'on a parlé du Farm to Fork ce matin, et je vous dis, je mélange tout, parce que tout ce télescope, Ouais, bien sûr. finalement, donc nous, enfin, le COCERAL a fait une étude d'impact qui a alerté tout le monde, parce que dans le meilleur des scénarios, l'Europe pourrait devenir importatrice, et on a besoin de rester exportateur. On a besoin d'une production importante en Europe. Et ce matin, la sénatrice a parlé de l'importance des volumes. Et je pense aussi que c'est très important, le COCERAL dans son ensemble, parce qu'il est important d'avoir des volumes importants de production en Europe. Et puis à côté de ça, on dit il va falloir diminuer les pesticides 50% et puis tout le reste. Mais alors, travaillons en parallèle, d'une part, en donnant aux agriculteurs les outils. Donc il y a beaucoup qui va passer aussi par l'innovation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que la sénatrice disait ce matin d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je crois aussi qu'il faut avancer plus vite. Il y a beaucoup de startups, c'était bien que vous en ayez durant la pause, beaucoup de startups qui développent beaucoup de technologies qui peuvent être mises en œuvre très rapidement finalement, au niveau de la mécanisation, au niveau de la robotique, au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc on a besoin de semences, enfin vous avez besoin de semences, les agriculteurs ont besoin de semences qui leur permettent de pouvoir utiliser moins d'eau, de pouvoir résister aux changements de température extrêmes, etc. Et à côté de ça, je pense aussi qu'il faut avoir des discussions. C'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure, ce matin, ma question à Monsieur Dubreuil, des discussions informelles avec différents pays au sein de l'Union européenne, mais avec les pays tiers aussi, pour arriver à ce que les normes changent de manière globale. Et on a l'initiative des Nations Unies sur la refonte du système alimentaire. Je crois que c'est une initiative. C'est vrai que ces choses vont lentement. C'est comme les COP 26, mais c'est comme ce que nous faisons aujourd'hui. C'est en échangeant qu'on peut avancer. Et de grâce, n'essayez pas de tout boucler durant la présidence française, si je peux me permettre. Voilà. Merci et puis j'aurais deux mots sur la déforestation, ouais, mais je ne sais pas si c'est... je ne veux pas prendre trop de temps par rapport à mes... Alors, on pourra peut-être y revenir, voilà, effectivement. Je vous remercie pour ça dans un deuxième temps. Si je résume ce que vous disiez, en tout cas, c'est la nécessité de prendre du recul, oui, d'envisager les normes de manière globale et puis vraiment de considérer l'innovation. Oui. C'est bien ça. C'est pas de ne pas le faire, mais c'est discutons et organisons-nous dans le long terme. Voilà, c'est ça. Merci Madame Axiotiades. On va passer maintenant à Arnold de Puech d'Alissac. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes agriculteur en Seine-Maritime, membre du conseil d'administration en charge des questions internationales et vice-président du comité de la chaîne alimentaire chez FNSEA. Votre fédération, me semble-t-il, Monsieur Puech d'Alissac, est très vocale sur le sujet. Vous pouvez nous en parler également à votre niveau ? Avec grand plaisir. Bonjour mesdames et messieurs. Merci à Hello, merci au Forum pour le futur de l'agriculture et merci à Syngenta, la GPB pour cette invitation.
Les normes, les clauses miroirs, s'il y a une organisation qui en France a porté ce dossier-là depuis des années, c'est la FNSEA. Donc on est très heureux que ça soit repris. Notre négociation commerciale avec le Brexit, avec nos partenaires britanniques, ont montré l'importance du level playing field, de la compétition loyale, de conserver, avec ce partenaire historique, des normes les plus proches possibles. Dans le même état d'esprit, quand on négocie avec de grands pays comme le Canada, l'Alliance du Mercosur, l'Australie, Nouvelle-Zélande, en termes agricoles, on est sur des poids lourds, comme nous, Union européenne. Et là, il est important qu'on soit avec des normes les plus proches possibles. Si par exemple, au Parlement français, le vote sur le CETA a été très controversé, c'est parce que justement, il y avait un tel éloignement des normes entre l'agriculture pratiquée au Canada, avec 46 pesticides interdits dans l'Union européenne, et qu'on voudrait bien utiliser, nous, Français, s'ils sont sans danger pour le consommateur, et si les limites maximales de résidus qu'on peut trouver dans les produits sont sans danger pour le consommateur, dans ce cas-là, on doit avoir le droit de les utiliser. Ou alors, ce que le Canada veut importer chez nous doit remplir les mêmes normes. Voilà. Et c'est ce qui a fait comprendre, à mon avis, au gouvernement français qu'il fallait avancer sur ce dossier-là parce que la société n'était plus prête à accepter n'importe quoi. Voilà. Quand on est avec le Mercosur, on a 51 produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne, dont 25 à la toxicité très avérée. Quand on va faire la même chose avec peut-être la Nouvelle-Zélande pour la fin de l'année, non, il y a vraiment besoin d'avancer. Et on a quelque chose de positif qui doit être la première étape, c'est dans l'accord du trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne du mois de juillet. C'est l'obligation qui a été faite à la Commission européenne de produire une étude d'impact de façon à changer les règles à l'OMC et de nous permettre de mettre en œuvre ces clauses miroirs. Voilà. Donc, même si la DG Commerce traîne des pieds parce qu'elle est sur une autre optique, elle a pas, et que l'agriculture a souvent été un moyen de conclure des accords avec d'autres nations, il ne faut pas... voilà, la DG Trade, c'est une des DG de la Commission. Il y a un esprit et le politique doit toujours trouver son sens. Voilà. Donc le Conseil doit primer et le Parlement doit aussi avoir son mot. C'est de l'intelligence de la construction européenne qui fait que les choses sont plus équilibrées. Et comme on ne parle pas qu'à des Français, que dans un pays comme le nôtre où chez nous on croit beaucoup dans le grand sauveur et où l'importance du Parlement est plus limitée. Merci beaucoup, Monsieur Pech-Dalissac, pour ces éléments de réponse. En tout cas, je me tourne maintenant vers Mathieu Brun. Rebonjour, merci beaucoup d'être avec nous également aujourd'hui. Monsieur Brun, vous êtes quant à vous responsable des études et des partenariats académiques au Club Déméter. Vous êtes également chercheur associé de Sciences Po Bordeaux. Vous avez développé une expertise sur les enjeux géopolitiques de l'agriculture, de la ruralité, de l'alimentation à l'échelle mondiale et plus spécifiquement, je crois, dans le monde arabe et en Afrique. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Alors, je vais vous parler de plein de choses, peut-être pas que du monde arabe et de l'Afrique, mais d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation ce matin et pour l'opportunité de finir ce premier tour de la table ronde et partager quelques réflexions. Alors, je vais jeter quelques idées et puis après, je pense que dans la discussion, on pourra revenir dessus. Je vous en prie. Ce sont avant tout des éléments de paradoxe, peut-être de questionnement qu'on a dans le cadre de ce débat, et puis toujours en essayant de tirer le fil de la prospective. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au sein du Club Déméter avec nos adhérents et dans la publication qu'on édite chaque année. En préambule, je voudrais quand même, parce que je crois en la vertu de la répétition,
compétition. Et même si on parle maintenant de normes de durabilité, de commerce international, de production agricole, rappelez quand même qu'on est dans un système alimentaire aujourd'hui au sein de l'Union européenne, avec ses défauts certainement, mais qui est parmi les plus durables au monde. Pour préparer cette discussion, je relisais certaines publications de la FAO, de l'ECDPM, etc. Et je voyais que sur certaines productions, comme la production de volailles par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, etc., on est sur des niveaux extrêmement faibles, beaucoup plus faibles qu'ailleurs dans le monde. Donc prenons aussi le temps, comme l'a fait Madame la sénatrice en début de cette matinée, de le rappeler. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on est finalement dans un monde aujourd'hui où les attentes des citoyens et des consommateurs s'organisent autour de 3 attentes très fortes. La première, c'est la sécurité. Je pense que la pandémie l'a rappelé. Et la première des sécurités, c'est celle de se nourrir, hein, la sécurité alimentaire. La deuxième préoccupation, c'est la santé. Et bien manger, bien vieillir commence par bien manger et le plus tôt possible. Puis la troisième attente, c'est celle de la soutenabilité, à la fois économique, environnementale, mais aussi sociale. Face à ces attentes des citoyens et des consommateurs, on a l'impression que le monde qui se dessine, ça a déjà été dit ce matin en insistant sur la décroissance, mais il y a 2 autres D qu'on a tendance à mettre un peu de côté et qui sont importants dans ce débat, c'est la démondialisation, hein, le risque de démondialisation, et puis également le risque de désunion. On a parlé ce matin notamment du Brexit, mais aussi des PSN, etc. Je voudrais rapidement faire quelques remarques sur ce débat. D'abord sur la question des contradictions entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. C'est particulièrement lié, hein, bien sûr, à tout le débat sur les normes et sur les normes de durabilité. Est-ce qu'on peut rester ouvert dans un monde qui se ferme? Est-ce que le fait de retrouver son pouvoir sur l'alimentation, comme on l'a vu depuis ces quelques semaines et ces quelques mois dans le cadre de la pandémie et de ce désir de souveraineté alimentaire, est-ce qu'on peut rester ouvert dans un monde qui se ferme? Et surtout, est-ce qu'on peut reprendre notre pouvoir sur notre alimentation, comme le veut la définition de la souveraineté alimentaire, en le faisant au détriment des autres? Et je reviens sur ce qui a été dit auparavant par ma collègue de gauche, par Eliana, sur la question de l'interconnexion des marchés et des systèmes alimentaires aujourd'hui. Penser la souveraineté alimentaire, penser la durabilité de notre souveraineté alimentaire, c'est pas le faire dans son coin, c'est pas le faire en étant déconnecté du système global et de l'approche. Parce que aujourd'hui, les marchandises circulent. Vous avez eu la chance de boire du café. Je doute qu'on le produise dans un périmètre de 50 km autour du musée de la chasse ou de cet endroit. Donc les biens, l'alimentation circule, elle a toujours circulé. Le système économique est interconnecté. La deuxième chose que je voudrais dire, et cette fois-ci, c'est tirer le fil de la géopolitique. Vous avez, juste avant moi, mentionné la conséquence des politiques européennes sur la capacité de l'Europe à fixer les prix. Mais aussi, on peut parler de la capacité de l'Union européenne et de la France à être un acteur de cette géopolitique mondiale. Parce que l'agriculture, le fait de pouvoir produire et nourrir sa population, participe à la stabilité du monde. C'est une arme géopolitique. J'espère qu'on pourra en revenir là-dessus dans la discussion. Mais quelles conséquences aura la baisse de production en Europe, hein, puisque les études s'accordent là-dessus, sur les marchés européens, bien sûr, mais aussi sur les marchés mondiaux, sur nos partenaires commerciaux et sur la sécurité alimentaire mondiale. À une heure où il y a une demande en forte croissance, il suffit de regarder à l'Est, vers la Chine et ailleurs, des géants économiques, des géants démographiques. Demain, ce sera, vous avez mentionné François-Xavier, l'Afrique. Demain, ce sera le continent africain qui aura toujours plus faim. Ouais. Est-ce qu'on peut se détourner ainsi de ces enjeux économiques, de ces enjeux globaux et de la sécurité alimentaire et des grandes puissances? Demain, si l'Union européenne n'est pas capable de subvenir ou de participer aux équilibres alimentaires mondiaux, notamment dans notre environnement proche qu'est la Méditerranée, bien ce sera la Russie, les puissances de la mer Noire, le Brésil, les États-Unis qui vont aussi participer. Si on arrête d'acheter telle ou telle production ici, ça veut dire qu'on va en acheter plus ailleurs et les conséquences sur les marchés sont aussi particulièrement intenses. Je finis ce petit tour rapide en vous parlant aussi de géopolitique, parce que l'Union européenne dessine une voie en termes de transition qui est particulièrement intéressante, mais est-ce qu'elle a les moyens géopolitiques d'imposer cette vision des normes et de la durabilité à ses partenaires? Ou est-ce qu'au contraire, on va cornériser l'Union européenne alors à une heure où on a au contraire besoin d'affirmer ses puissances, où on est plutôt dans un monde de rivalité et de compétition? J'insiste aussi sur les conséquences en termes de fixation des normes. On parlait de l'effet Bruxelles, de la capacité de l'Union européenne à fixer des normes, à créer des normes. Quelles conséquences les normes qu'on crée demain
auront aussi sur la souveraineté alimentaire des autres pays. À quel point on peut s'ingérer dans leur propre souveraineté alimentaire. Puis je finis, mais très rapidement, ça a été déjà un petit peu évoqué, mais comme je sais que je parle devant un parterre d'acteurs du monde agricole, je vais un petit peu tordre le cou. J'ai parlé de puissance, j'ai parlé de Brésil, de Chine, des États-Unis, de France aussi, de puissance agricole. Mais aujourd'hui, la plus grande des puissances qui a un impact sur l'alimentation et sur l'agriculture, c'est les consommateurs. On a des citoyens qui demandent plus de durabilité, mais est-ce que les consommateurs en face sont prêts, et en particulier dans un système ouvert de commerce, où une fois de plus, le problème, c'est pas d'être interdépendant, mais c'est de l'être sans coopérer. Ces consommateurs-là, quelle acceptabilité ils ont d'un monde où on va payer toujours plus cher notre alimentation? Est-ce que c'est le devenir de l'Union européenne? Donc on parle beaucoup d'agriculture, mais de la fourche à la fourchette, on peut aussi inverser de la fourchette à la fourche, en se demandant quelles sont aussi les prescriptions qui vont tomber sur le consommateur et pas que sur le producteur. J'aurais plein de choses à dire en plus, mais je pense que je les réserve pour la suite de la table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Brun. Maud Lelièvre, j'aimerais vous faire réagir sur ce qui vient d'être évoqué justement par Monsieur Brun. Le consommateur, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est prêt à payer systématiquement plus cher ou pas? Je ne sais pas s'il est prêt à payer plus cher, mais en tout cas, il est plus attentif à la chaîne de valeur, à la façon dont les produits sont produits au sud, à la façon dont on a des modèles qui peuvent être différents, y compris quand c'est porté par des grandes entreprises françaises au sud que dans nos pays. Et je pense que demain, ce pouvoir, je rejoins assez cette idée de troisième puissance, je pense que ce pouvoir, il peut être important. La conscience, elle n'est pas arrivée. Sur le coton que je citais en premier exemple, on peut avoir à la fois des gens conscients du coup en matière environnementale d'un jeans ou d'un t-shirt et être prêt à aller l'acheter chez un retailer à très bas prix. C'est ça. Demain, ça peut changer. Ouais. On voit bien que sur certains produits emblématiques, finalement, il y a des interrogations. Alors, c'est sur certaines tranches plus aisées qui ne sont pas les gens les plus en difficulté économique. Mais on voit que sur une partie, on le voit, vous parliez des collectivités locales du réseau dont je m'occupe, on a la demande la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir des cantines végétariennes chez les parents qui sont dans des conditions sociales acceptables, ou chez les cadres et chez les gens les plus aisés. Et voir l'étape d'après des cantines sans protéines animales. Donc on est quand même sur un changement aujourd'hui chez une partie des consommateurs d'intérêt, de questionnement de ressources. Moi, sur la soutenabilité, je pense que ça va plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 83% des Français qui sont attentifs aux questions de perte de biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer tout de suite, mais ils vont y être attentifs. Et c'est plus que... c'est plus qu'à la marge, quoi. C'est la question de la stabilité, elle est aussi la stabilité et ce que ça induit dans les pays du Sud. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, cette troisième puissance, ou je ne sais plus quel chiffre vous aviez évoqué, mais en tout cas, cette nouvelle puissance, elle sera importante. Et on voit bien la cristallisation quand les gens sont très éloignés du milieu agricole, très éloignés des campagnes. Il y a une espèce de cristallisation écologistes ou radicaux contre autres modèles qui est aussi difficile à gérer pour les politiques publiques et pour les élus. Merci beaucoup, Maud Lelièvre. J'en profite justement, Mathieu Brun, pour rebondir aussi là-dessus. Peut-être que je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vraiment au consommateur de payer plus cher aussi à un moment donné? C'est-à-dire qu'on peut imaginer de renverser les échelles et renverser les systèmes. Simplement, un producteur agricole, il produit parce qu'il a une demande. Alors, l'offre peut créer sa propre demande, bien entendu. Simplement, quand des filières se construisent sur l'approvisionnement durable en certaines productions, il faut derrière que ce soit rémunérateur. Imaginez mettre en action, mettre en activité l'ensemble des acteurs agricoles sans qu'il y ait derrière un marché. Tout le débat sur, et certains dans la salle seraient plus à même que moi d'en parler, mais sur les légumineuses, notamment en France, etc. Le besoin d'avoir une filière, d'avoir un marché qui réponde et qui soit présent et qui réponde présent, c'est absolument important. J'aime bien étirer un petit peu le fil sur votre question, parce que si on s'interroge sur le pouvoir du consommateur et cette capacité à payer plus cher son alimentation, on pourrait peut-être aussi imaginer, alors là je vais être un peu provocateur certainement, mais on parle aujourd'hui de plus en plus d'inaction climatique et de condamnation de l'État ou d'entreprises. Est-ce que dans 10 ou 15 ans, on pourra peut-être se poser la question ou accuser l'État français ou l'Union européenne d'inaction alimentaire quand on ne sera plus en capacité de pouvoir produire suffisamment
pour sa propre population et que les marchés seront compliqués, seront tendus et que nos partenaires commerciaux eux-mêmes seront plus volontaires pour répondre à notre propre demande. Quelqu'un a aussi abordé ce matin la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que du coup c'est à l'État de prendre en charge une partie de cette alimentation plus chère? C'est une question qu'on peut se poser, même si la tendance est plutôt à contre-courant aujourd'hui. Le débat est ouvert, effectivement. Merci en tout cas pour ces réponses. Vous disiez également, Mathieu Brun, tout à l'heure, rester ouvert dans un monde qui se ferme. C'est une notion qui est intéressante. Iliana Xotiades, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un contexte où le monde se ferme et où du coup le fait d'appliquer des normes devient aussi compliqué? Je ne suis pas certaine que le monde se ferme, si je peux me permettre, ou que l'Europe se ferme. Je ne pense pas que ce soit le cas, Vous pensez personnellement. qu'on est plus dans l'ouverture aujourd'hui? Je pense que nous sommes en ouverture, simplement, je pense que l'Europe s'imagine en autarcie d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous avançons avec des idées, des règles, des règlements, etc., sans nous préoccuper de savoir s'ils sont tenables à long terme, parce que nous vivons dans un monde globalisé. Vous voyez, je crois que c'est plutôt cette pensée en autarcie qu'une fermeture. Moi, je verrais plutôt comme ça. C'est noté. Merci en tout cas pour effectivement ce partage, cette réflexion. On a des questions qui commencent à nous arriver directement en ligne. Nous avons notamment une question une personne en tout cas qui aimerait qu'on évoque les clauses miroirs versus le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Oui. Qui souhaite en parler un petit peu aujourd'hui? Je vois que ça opine du chef dans la salle, ça tombe bien. Qui peut prendre le sujet? Arnaud Pech-Dalissac, je vous en prie. Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Initiative fondamentale. Si on veut être leader dans l'Union européenne en termes de normes, on a besoin de protéger nos industries, qu'elles soient du secteur secondaire ou du secteur primaire, comme l'agriculture. On a besoin de protéger nos industries. Ça ne résoudra pas notre problème de compétitivité export, hein. Parce que vous comprenez que si on se crée des charges supplémentaires par du carbone renouvelable dans nos chaînes de production, le grand exportateur que nous sommes, l'Union européenne globalement, ne va pas gagner en compétitivité. Il va gagner en éthique, il ne va pas gagner en compétitivité. Et il n'y a aucun moyen prévu par la Commission pour aider les entreprises vertueuses à être compétitifs à l'export. Donc ça, on ne résout pas ce problème-là. Et pour parler d'agriculture, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne sera pas appliqué à l'agriculture. Mais il sera appliqué à un élément qu'on utilise un petit peu dans l'agriculture, qui sont le secteur des engrais. Et ça, c'est un manque de compétitivité fantastique qu'on va créer dans l'Union européenne. Non seulement on crée une taxe, on a une taxe qui protège l'industrie européenne des engrais azotés, que ce soit l'urée ou l'ammonitrate, qui existent déjà. Et en plus, on va créer ça. Ce qui fait qu'on va avoir un coût de production qui va fortement augmenter. Et là où la Commission manque un petit peu de cohérence, et on voit, quand on entend certaines positions de la DG Trade, on comprend que ça soit le cas. Quand vous interrogez la DG Environnement, elle dit non, l'agriculture est exclue et les engrais devront être taxés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais combien ça coûte? C'est pas nous, DG Environnement, qui savons. Il faut interroger la DG Climat. Alors, quelquefois, on se plaint de la France où les ministères travaillent en silo. Ce travail du collège des commissaires où il doit y avoir une certainité doit encore être créé. Voilà. Et c'est quand même une inconnue très, très importante. On ne peut pas emmener l'industrie européenne avec des approximations aussi fortes que ça. Maud Lelièvre, j'ai l'impression que ça vous fait sourire, ça. Non, j'entendais, Ouais. j'imaginais. D'accord, tout simplement. Autant pour moi, j'ai mal interprété. Voir si on a des questions en salle, éventuellement pour vous qui êtes avec nous aujourd'hui, donc en présentiel. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants de cette table ronde sur la question des normes? Monsieur, ici au centre, merci beaucoup de lui apporter le micro. Je vous laisse vous présenter également, monsieur, s'il vous plaît. Oui, donc Xavier Leprince, je représente l'Université catholique de Lille, école d'ingénieurs.
Alors, sur les normes, bien sûr, mais sur la question de l'innovation, et je vois Mathieu qui a visité nos écoles récemment et qui pourrait répondre à cette question. Nous qui devons former des ingénieurs agronomes, et il faut 5 ans pour former un ingénieur, quelle est à son avis les priorités aujourd'hui par rapport, je vais donner une piste de réponse, l'innovation qui est sous-jacente dans toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui, mais aussi des innovations de rupture, en particulier les fermes verticales, en particulier la culture cellulaire pour avoir des protéines animales par rapport à des protéines végétales. Donc on pourrait avoir des transitions et des ruptures. Et comment nous, à votre avis et à son avis, nos universités doivent promouvoir l'innovation et dans quel domaine? Mathieu Brun, je vous laisse répondre. Oui, effectivement, c'est à moi que la question a été posée. Merci pour cette question. Et forcément, vous m'invitez à parler de votre propre école et de votre propre institution, notamment l'école d'ingénieurs de Junia, qui rassemble aujourd'hui 3 cercles d'ingénieurs, à la fois dans l'informatique, le numérique et dans l'agriculture. Je pense que c'est en faisant ces ponts aussi, en décloisonnant l'agriculture, en décloisonnant, en faisant de l'intersectoriel, en allant voir aussi ce qui se passe dans l'innovation et en parlant d'agriculture dans tous les milieux, dans tous les secteurs et dans toutes les écoles possibles et inimaginables. C'est quelque chose qu'on essaye de cultiver au sein du Club Déméter, et c'est quelque chose que vous faites aussi très bien au sein de l'Université catholique de Lille, parce que les compétences, on a travaillé avec nos adhérents, une partie sont dans la salle, les compétences de demain, de vos futurs talents pour gérer ces questions de durabilité et de commerce international, elles n'existent pas encore. Les besoins, ils n'existent pas encore, parce qu'on fait face chaque jour, chaque année, à des nouvelles demandes, à des nouveaux besoins, etc. Et donc on a besoin de cultiver cette interdisciplinarité et cette capacité d'adaptation. Je pense qu'en favorisant ces liens entre différentes écoles, différentes connaissances, on peut aller vers cette capacité à réagir et à agir, et c'est ça qui est absolument essentiel. On discutait aussi un peu plus tôt sur l'importance des formations sur l'environnement. Aujourd'hui, toutes les formations ont mis le mot environnement dans leur titre, et c'est très bien, et les attentes des plus jeunes sont autour de cela. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer les générations, entre d'un côté la génération Thunberg, qui est plutôt une génération portée sur la révolution du système, ou en tout cas son profond basculement et son profonde transformation, et de l'autre côté la génération Zuckerberg, alors c'est plutôt la mienne, je suis presque un peu boomer, mais où la génération numérique et start-up, etc., les deux peuvent être liés, et on le voit, et le continent africain, puisque tout à l'heure vous avez mentionné mon intérêt pour ce continent, foisonne d'innovation et d'envie et de désir de trouver des solutions, d'être orienté vers les solutions, et ça je pense que c'est un élément très important. Après, sur les innovations que vous avez mentionnées, les innovations de rupture, je pense qu'il faut aussi garder l'idée de penser marché, filière, et une fois de plus consommateur, hein, j'en reviens toujours à cette puissance finalement, et impact environnementaux de tous ces différents modes de nouveaux de consommation. Aujourd'hui, ce que cherche le consommateur, et les tickets de caisse pendant le confinement et après l'ont bien montré, l'analyse des tickets de caisse l'a bien montré, c'est des produits qui ne sont pas ultra transformés, c'est aussi se reconnecter à sa propre production, d'où les débats aussi assez intenses sur l'agriculture cellulaire, ces productions qui sont ultra technologiques et qui peut-être ne vont pas forcément répondre toujours au marché et aux attentes des consommateurs. Merci beaucoup Mathieu Brun pour ces réponses. On va prendre également dans un instant une question en ligne. Nous avons monsieur ici même qui souhaitait poser une question en salle. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Merci beaucoup. Je suis le représentant des agriculteurs du Portugal et je vais changer la langue pour changer un petit peu aussi. I will make the question in English. It's okay. And, Je m'exprimerai en anglais. Je pense que la question s'adresse aux 4 orateurs. Alors c'est une question pour essayer de comprendre où nous en sommes dans l'Union européenne. Ce n'est pas un contresens de dire que la Commission européenne, avec la stratégie du Green Deal et de la ferme à la fourchette, essaye de trouver des changements sur le court terme, mais en essayant de trouver une voie durable pour l'agriculture, tout en essayant de travailler également sur les accords commerciaux et de vendre des produits
agricole pour enclencher ce changement. Le mois prochain, la Commission européenne, avec le commissaire de l'Agriculture et du Commerce, vont se rendre en Asie, à Singapour, tout d'abord pour vendre. Alors, ce ne sont pas des produits agricoles, mais ils vont vendre des voitures, ils vont vendre des services, des bateaux peut-être, de l'innovation, mais ils veulent que nous allions avec eux. Pour faire quoi? Pour que l'agriculture soit une monnaie d'échange. Et la question que je vous pose est la suivante. Ne sommes-nous pas face à une hypocrisie européenne ici? Et au final, ce sont les agriculteurs qui payent la facture? À ce qui vient d'être évoqué. Je veux bien commencer très rapidement. Mathieu Brun, vous en prie, mes collègues à la table ronde auront des choses à compléter, mais ça vous dérange pas si on répond en français? Vous préférez Ok, c'est merveilleux. Nos amis portugais sont à l'aise dans toutes les langues. J'aimerais l'être aussi en portugais. Ah bah, je vous confirme, moi aussi, ouais. Dans beaucoup de langues d'ailleurs. Mais... Sur votre question, je pense que si je l'ai bien comprise, l'enjeu est vraiment la cohérence des politiques publiques et des politiques commerciales. Est-ce qu'on peut sacrifier toujours l'agriculture? Le débat sur l'accord de commerce, l'accord commercial avec le Mercosur, on a un bon exemple. Est-ce qu'on peut sacrifier notre agriculture pour vendre plus de voitures ou plus de biens ultra manufacturés ou de biens industriels? Je pense que là, la question, elle est clé. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle en termes vraiment de cohérence dans nos engagements et dans nos politiques publiques. Est-ce qu'en disant on va uniquement produire sur place et sacrifier notre agriculture à l'international, et donc aussi accepter peut-être que ce qui rentre dans le territoire européen soit de moins bonne qualité que ce qui est produit sur le territoire français ou européen? Je pense que là pose un vrai enjeu de taille, et aussi en termes politiques et géopolitiques. Je reviens toujours à cette idée de rivalité et de conflit. Tout à l'heure, on parlait des clauses miroirs. Il y a je pense un élément clé qui tient aussi à la rétorsion que vont pouvoir faire aussi nos partenaires commerciaux. Ça s'est vu sur l'affaire Boeing, par exemple, et ça a sacrifié des productions agricoles. Donc je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision qui soit, alors c'est forcément compliqué, mais holistique et systémique, et pas sacrifier une production au détriment, au profit d'une autre, ou au détriment d'une troisième, dans la mesure où l'agriculture et la production agricole sont les éléments qui sont à la base de la vie quotidienne des individus, et les attentes de nos partenaires commerciaux sont aussi très importants. Je parlais de la Méditerranée, mais on pourra en réinsister là-dessus plus tard. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter en plateau? Arnold Plech-Dalissac. Monnaie d'échange, ça a toujours existé. Il faut toujours être vigilant sur ce dossier-là. Sur la partie Mercosur, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi 100 000 tonnes de viande bovine. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a besoin d'importer 100 000 tonnes de viande bovine de façon libéralisée avec le Mercosur? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'importer du sucre alors qu'on a une filière importante chez nous? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de libéraliser le marché du miel avec ce morceau de continent? Voilà. On n'a pas compris ça. Et la force du rapprochement des normes, c'est le combat à la loyale. Quand on joue au basket contre le Brésil, quand on joue au handball, on ne met pas aux joueuses françaises ou des talons aiguilles parce que c'est des Françaises. On les met avec des tennis parce qu'il faut être efficace et qu'il faut gagner le match comme les autres. Eh bien, si on décide d'ouvrir ces marchés, de travailler de façon plus forte, parce qu'il est important que ce continent, avec 250 millions de consommateurs, se rapproche de nous. On comprend les liens forts entre le Portugal, l'Espagne, avec cette partie du monde. Il faut le renforcer, mais ça doit se renforcer dans un rapprochement et une similitude des normes. C'est un travail qui n'a pas été fait. Enfin, c'est des choses aberrantes. Quand ça a été dit par Dominique Chargé tout à l'heure, un des problèmes de la construction européenne, c'est la concurrence entre nous, la compétitivité fiscale et la compétitivité sociale entre nous, qui n'est pas un facteur de construction. C'est un facteur de mauvaise compétition, et c'est le moins cher, le moins disant qui gagne.
On a besoin d'harmoniser ça. Mais si on veut faire la même chose dans de nouveaux actes commerciaux, on doit le faire en rapprochant les normes. Et c'est là où le thème et le sujet est fondamental. C'est là où les clauses miroirs sont une solution. Voilà. Merci, oui. Si je Diana peux me Xutades. Je pense que ça reflète justement la position stratégique et l'importance stratégique de l'agriculture au niveau mondial. Et il faut trouver un moyen d'en faire un atout. Et si je peux me permettre, clause miroir ou autre, on risque de nouveau de tomber dans au cas par cas et de nous retrouver de nouveau dans une situation comme celle du Mercosur. Donc je voulais saisir l'occasion pour revenir sur l'idée qu'il faut travailler de manière plus globale et sur le fond plutôt, oui, courir de fond, je sais pas comment on appelle ça, enfin, courir un marathon, je suis grecque plutôt, Oui, la course de fond, plus que de ça, faire ouais. un sprint. Ouais. Voilà, c'était ça. Ouais. Mais je pense que vous avez touché un point très important qui nous ramène au fait que l'agriculture a vraiment une particularité et une position stratégique, géopolitique et, voilà, et commerciale aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ce complément de réponse. Je vous propose de prendre, comme je vous le disais à l'instant, une question en ligne. On va revenir ensuite aux questions en salle. On reste sur les clauses miroirs et nous avons justement quelqu'un qui nous demande comment est-ce qu'on peut rendre compatibles ces fameuses clauses miroirs avec les règles internationales de l'OMC. Alors, Arnold Pejalissac, si vous voulez répondre. avant d'utiliser les clauses miroirs, on a déjà des outils. On a par exemple les clauses de sauvegarde. Oui. Et il y a ça dans tous les accords commerciaux. Oui. L'Union européenne ne les utilise pas. La clause de sauvegarde est une clause qu'on peut utiliser quand le marché est déstabilisé par des importations venant de pays tiers. Où on ne la met pas en œuvre. La DG Trade m'a rappelé il y a 3 semaines, le cabinet du commissaire m'a rappelé qu'ils avaient ça, qu'ils avaient cet outil. Ils ne veulent pas le mettre en œuvre parce que on est l'Union européenne, on est là pour la paix, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et voilà. Et on n'utilise pas cet outil-là. La clause miroir, ok, on libéralise le sucre, on libéralise la viande parce que de temps en temps, avec ces changements climatiques, avec tout ce qui se passe, ok, il y a besoin peut-être de plus de mondialisation pour équilibrer les marchés, parce qu'il y a besoin de compétitivité aussi, et le consommateur, l'industriel, les entreprises, ok. Mais si à un moment, c'est au détriment des producteurs et de l'autonomie minimum qu'on veut avoir dans l'Union européenne, eh bien là, on a le droit d'utiliser des clauses miroirs et de fermer le marché, temporairement, pas ad vitam aeternam, mais on a ces outils-là, on ne les utilise pas. Voilà. Et donc, sucre, volaille, viande bovine, fondamental. Voilà. Il y a un nouvel outil qu'on va utiliser assez rapidement, c'est l'outil sur la déforestation importée. La proposition de la Commission du mois de novembre fait que tous les produits issus de terrains déforestés après le 31 décembre 2020, c'est récent, mais donc on ne va pas revenir sur les 420 millions d'hectares qui ont été déforestés, mais tous les nouveaux vont être ennuyés par ça. Et tous les opérateurs européens qui vont importer du bois, qui vont importer de la viande bovine, parce que c'est les 2 produits qu'on va avoir en premier, hein, le soja ou le cacao ou le café va arriver bien plus tard sur ces terrains-là. Mais c'est ces 3 secteurs-là où les industriels qui importent ça vont avoir besoin de prouver et de montrer patte blanche. Ça va être très compliqué. C'est noté. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Très rapidement, Mathieu Brun, s'il vous plaît. Alors très rapidement, je ne sais pas, je vais essayer, promis. Vous allez y arriver, j'en suis certain. Pour réagir quand même, j'insiste. Alors le débat technique, je le laisse à ceux qui sont les plus compétents, mais on est quand même dans un moment aussi de démondialisation et de désunion, et la panne de l'OMC et de ses négociations en est un bon exemple. Mais avant même de parler de clauses miroirs et de normes, les normes qui existent déjà aujourd'hui sont considérées par nos partenaires commerciaux comme une forme de protectionnisme déguisé. Et on a certains acteurs et partenaires qui se détournent simplement du marché européen parce que d'autres sont plus intéressants. Donc peut-être en tirant le fil, hein, toujours, peut-être en étant l'oiseau de mauvais augure. Demain, pour nos propres approvisionnements, qu'est-ce que ça veut dire quand un choix de société légitime certainement, sur des bases solides scientifiques fortes, mais interroge la capacité de l'Union européenne de convaincre, d'être une puissance géopolitique pour imposer ces normes, ou en tout cas pour les faire imposer dans les échelles internationales.
Merci beaucoup. Maud Lelièvre, je crois que vous voulez réagir très rapidement. Peut-être agir rapidement sur la déforestation importée, puisqu'on parlait du consommateur. On est sur un sujet quand même qui a connu un succès important sur sa consultation publique. C'est la deuxième consultation la plus populaire dans l'histoire de l'Union européenne, plus d'1,2 million de contributions. Et je pense qu'on est quand même sur des sujets, même si ça va être compliqué, qui sont partagés. Et si on parlait d'échanges, alors il y a effectivement bien contre bien. Il y a aussi parfois, on mène d'une main une politique d'aide, de coopération décentralisée à travers l'Agence française de développement, et de l'autre, on ferme les yeux sur la dégradation des écosystèmes. Ça fait partie aussi de la cohérence, rationalisation des moyens publics, peut-être sur des sujets comme celui du bois, se dire qu'il faut effectivement réfléchir au type de consommation, refaire fonctionner des filières de réutilisation, de recyclage, et se dire qu'il faut consommer moins parce que ça sera plus cher de toute façon, et que ce sera globalement un bénéfice pour la planète. On a dans les sujets qui ont été portés par l'UICN, il y a justement cet arrêt rapide de la déforestation, parce qu'on en a besoin pour l'environnement et on en a besoin pour le climat. Voilà. Merci à tous. Très vite alors, Diana Socialès. Juste pour rebondir là-dessus, j'ai vu aussi les chiffres. Voilà, donc la déforestation nous affecte tous. Donc en tant que citoyens, les gens réagissent. Simplement, de nouveau, si on regarde ce qui est sur la table aujourd'hui, ça a été pensé sans forcément comprendre ce qui se passe sur les terrains. Et on peut en parler en bilatéral, mais je voulais quand même attirer l'attention de tout le monde sur le fait que ce qui est aujourd'hui sur la table ne mettra pas fin à la déforestation, simplement assurera que ce qui est importé en Europe n'est pas issu de la déforestation. Et il y a une grosse différence à ce niveau-là. Voilà. C'est noté. Merci pour la précision. Mais vu merci, le rôle que joue l'Europe, c'est important en tant que deuxième consommateur. Oui, mais ça ira Enfin bon, on va... On pourrait échanger aussi pendant le déjeuner si vous le souhaitez. Madame, merci en tout cas à toutes et à tous pour cette réponse que je qualifierais de collégiale. On va passer à une question en salle. Nous avons d'autres questions qui sont souhaitées, monsieur. Je vous laisse vous présenter. Jean-Jacques Hervé, Académie d'agriculture et en même temps expert pour les pays de l'Est. Est-ce qu'on peut poursuivre des négociations sur l'environnement sans intégrer, et c'est un peu le problème aussi à l'OMC, l'analyse des coûts de production et des différences de compétitivité qui sont tout de même énormes aujourd'hui à l'échelle de la planète? Qui souhaite répondre à cette question? Arnold Pechdalissac. Aujourd'hui, on a fait du commerce qu'en prenant uniquement les coûts de production. Voilà. Le but, c'était de libéraliser, de trouver là où c'était le moins cher, quelque part dans le monde. Maintenant, prendre en compte la biodiversité, prendre en compte le changement climatique, parce qu'on a compris que c'était des éléments fondamentaux pour la durabilité de l'économie et de l'espèce humaine, c'est des facteurs à prendre en compte. Voilà. C'est ça qui doit aussi être intégré dans ces négociations commerciales. Merci pour cet élément de réponse. On va passer... Et les conditions sociales de production. Merci Maud Lelièvre pour le complément d'information et de réponse. Nous avons une question en ligne qui nous est envoyée par Marie-Pierre Planck. Elle nous demande, les intervenants donc, de cette table ronde soulignent ce qui serait bien de faire évoluer, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être très concret et très pragmatique? Et là, c'est le drame. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle, rapide. Oui, quelle filière, qu'est-ce qu'on fait à quel niveau, en fait? Qu'est-ce que l'OMC, règlement des différends, toujours pas arrangé. OMC, économie non libérale chinoise qui perturbe le marché mondial, pas réglé. Si l'OMC, c'est pas réglé. Et puis, troisième chose, c'est le pays qui se déclare pays en développement ou non et qui donc n'est pas obligé de... Voilà, troisième truc de l'OMC à régler. Tant qu'il n'y a pas ces trois choses-là réglées par l'OMC, moi je ne sais pas faire avancer les choses. Tant que les pays qui sont devenus riches sont pays en développement et ne sont pas obligés d'appliquer les règles de l'OMC, c'est dommage. Voilà, et tant que la Chine ment, et on peut encore le dire, hein, c'est compliqué. Work in progress, comme on dit par chez moi. On va prendre une question en salle. Je crois qu'on a une question au deuxième rang, notamment. Bonjour, monsieur. Xavier Thévenot, Syngenta. Je voulais rebondir sur le mot qu'a employé Mme Axiotiades, qui était entraîner plutôt que imposer, et faire le lien avec ce que disait Éric Kirwan dans sa présentation tout à l'heure sur la traçabilité. Finalement,
On parle d'entraîner le consommateur dans cette durabilité, mais le consommateur que je suis, quand je vais faire mes courses ou quand je mange au restaurant ou à la cantine, je ne sais pas d'où vient ma nourriture, je ne sais pas quelle valeur durable elle porte ou pas dedans. Donc comment on peut, au niveau européen, organiser cette traçabilité, organiser cette information du consommateur pour que, effectivement, lui qui a le pouvoir d'achat d'un produit ou de l'autre, il puisse faire une décision éclairée tout en ayant une nourriture finalement abordable. La traçabilité existe, c'est l'étiquetage qui n'est pas mis en œuvre, ou c'est le règlement INCO de 2018 qui est totalement insuffisant, information du consommateur, INCO. Il y a des initiatives nationales qui progressent en la matière. Sur les produits transformés et sur les produits bruts, il y a déjà un étiquetage, et sur les produits transformés, et notamment en restauration collective, en France, les choses avancent. Pendant 2 ans, ça a patiné. Mais là, ça réavance. Donc, le consommateur va de plus en plus avoir les outils. Voilà, jusque-là, ce qui change son choix, qui dise à son restaurateur, je suis désolé, vous pourriez quand même trouver, il y a peut-être des éléments de proximité, plus d'éléments de proximité à mettre dans vos plats du jour. Voilà. Merci beaucoup, ça tombe bien. En plus, on arrive à l'heure du déjeuner, donc comme ça, on est parfaitement dans la thématique. Merci beaucoup pour votre participation active, à vous également qui nous regardez en ligne directement. Je vais vous laisser conclure. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vais vous laisser chacun 1 minute pour nous donner votre ressenti sur les échanges que nous avons eus depuis tout à l'heure. Maud Lelièvre, je commence avec vous. Oui, alors ressenti, d'abord, j'ai trouvé le débat passionnant. C'est vraiment intéressant d'avoir cette pluralité de points de vue. Moi, peut-être juste en mot de conclusion, puisque c'était notre fil vert, qui était l'Union européenne et la présidence française. On a quand même 6 mois où, sans coordonner les pays, cette présidence permet quand même de porter un certain nombre de sujets, parmi lesquels, effectivement, il faut avancer sur les produits agricoles importés pour qu'ils respectent les mêmes standards environnementaux, sanitaires et éventuellement sociaux que la production européenne. Ça fait partie des choses qu'on ne réglera évidemment pas en 6 mois pour répondre à la question qui a été posée en ligne, mais sur lesquelles il faut avancer. 2, qu'il est absolument nécessaire d'intégrer dans les futurs accords des clauses de suspension des avantages en cas de non-respect des accords internationaux. Et puis peut-être 3e chose, on a devant nous un agenda politique qui n'est pas sur les questions agricoles, mais qui est sur les questions de la biodiversité, avec la Convention sur la diversité biologique qui a lieu dont la dernière partie aura lieu en Chine à la fin du mois d'avril, qui, comme l'accord de Paris, va porter un certain nombre de thématiques au moment des débats et de préconisations et d'orientations internationales qu'il faudra intégrer après au niveau de l'Union européenne. Voilà, on a un calendrier qui permet peut-être d'aligner un certain nombre de points de vue et de répondre au final aux exigences de la crise environnementale qu'on n'a pas aujourd'hui réglée. Merci pour cet agenda, Maud Lelièvre. Iliana Axotiades. Je vous remercie. Je pense qu'il faut garder en tête que l'Europe a besoin d'importer, que ce soit pour consommation locale ou pour transformation et réexportation. Et il ne faut pas oublier ceci quand nous parlons de voilà. Ensuite, vous avez dit quelque chose qui était intéressant. Vous avez dit on va gagner en éthique, mais on ne va pas gagner en compétitivité. Et je pense que dans le débat, on a perdu de vue les agriculteurs. Parce que pour que vous ne perdiez pas en compétitivité, il faut vous donner les outils, comme je disais au départ, pour que vous puissiez produire par rapport aux attentes aussi des consommateurs, pour faire face au changement climatique, etc. Voilà, je crois que le reste, je l'ai dit durant l'introduction. Merci. Mathieu Brun. Merci beaucoup. Alors, deux choses rapides. Le premier, c'est un rappel. Les conséquences des stratégies qui vont être mises en œuvre auront des impacts sur notre capacité de production, et ça aura aussi des impacts sur les prix à l'échelle internationale et donc sur la stabilité du monde. Aujourd'hui, il y a quelques années encore, le prix Nobel de la paix a été remis au programme alimentaire mondial. Quand les gens ont faim, ils se déplacent, ils se révoltent et ils finissent aussi par mourir. Donc n'oublions pas que l'accès à la nourriture est un luxe que nous avons au quotidien, mais que tout le monde sur la planète n'a pas. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est pour finir sur une touche un peu positive, après avoir été oiseau de mauvais augure, c'est que l'agriculture fait partie de la solution. Il ne faut pas la voir comme un coût environnemental
économique ou social comme un coût au sens négatif du terme, mais comme une valeur. Et je voudrais profiter de ce moment et de cette discussion collective parce qu'il faut aligner nos récits et argumenter autour de récits positifs et constructifs qui font de l'agriculture une valeur pour le monde. Et ça, c'est un élément qui est très important et les agriculteurs sont les premiers. Demain, on va vers une agriculture qui sera hyper intensive. J'ai pas peur de ce mot-là. Elle sera hyper intensive en connaissances, en savoir, en pratique. Et elle sera surtout, je pense que j'anticipe un peu les mots de Bruno Baran qui va conclure, mais elle sera combinatoire. Elle va combiner énormément de pratiques, de techniques et de savoir. Merci beaucoup. Arnold Pejdalissac pour terminer. Moi, je voulais dire un petit mot que je n'ai pas pu dire. Je suis déçu par la stratégie de la Commission qui, pour moi, a oublié le but et s'est concentrée sur les moyens. Et des moyens qui sont des interdictions sans solution. Voilà. Et comme on le dit dans un groupe de 44 organisations autour de la FNSEA, pas d'interdiction sans solution durable. Merci beaucoup. Merci encore à tous les quatre d'avoir été à nos côtés pour aborder cette question des normes. Je vous laisse rejoindre la salle. On vous applaudit effectivement bien fort.